La mort rouge avait longtemps ravagé le pays. Jamais peste n'a été aussi meurtrière ni aussi horrible. Le sang était son emblème et son sceau, l'horreur rouge du sang. Il y avait des douleurs aiguës et des vertiges soudains, puis les pores suintaient un sang abondant, se terminant par la mort. Les taches écarlates sur le corps, et surtout sur le visage de la victime, étaient le stigmate de la peste qui le séparait de toute aide et compassion de ses semblables. En une demi-heure, tout le processus était terminé, symptômes, évolution et fin de la maladie. Mais le prince Prospero était intrépide, heureux et astucieux. Avec son domaine déjà à moitié dépeuplé, il appela un jour en sa présence 1000 amis sains et joviaux parmi les dames et les messieurs de sa cour, et s'enferma avec eux dans la retraite retirée d'une de ses abbayes murées. C'était un vaste et magnifique complexe de bâtiments, conçu par le goût excentrique, quoique majestueux, du prince lui-même. Il était entouré d'un mur haut et solide. Le mur avait des portes en fer. Une fois à l'intérieur des courtisans, des forges et d'énormes marteaux ont été amenés et les boulons ont été soudés. Ils ont décidé qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer ou de sortir si quelqu'un devenait soudainement désespéré ou fou. Il y avait plein de provisions. Avec de telles précautions, les courtisans pouvaient défier la contagion. Laissons le monde extérieur s'occuper de lui-même. Il y avait des bouffons, il y avait des troubadours, il y avait des danseurs, il y avait des musiciens, il y avait la beauté, il y avait du vin. À l'intérieur il y avait tout ça, et aussi la sécurité. Dehors se trouvait la mort rouge. Ce fut vers la fin du 5e ou 6e mois de sa détention, et alors que la peste faisait rage à l'étranger, que le prince Prospero donna à ses 1000 amis un rare bal masqué voyant. Cette danse était un spectacle voluptueux. Mais permettez-moi de parler d'abord des salles dans lesquelles il s'est tenu. Ils étaient 7, tout un royaume impérial. Il existe de nombreux palais, cependant, où de telles pièces offrent une longue perspective linéaire, avec des portes coulissantes allant presque jusqu'au mur de chaque côté, de sorte que presque rien n'interrompt la vue sur toute sa longueur. Le cas était très différent ici, comme on pouvait s'y attendre du penchant du duc pour l'extravagance. La distribution des pièces était si irrégulière qu'on n'en voyait guère plus d'une à la fois. Tous les 20 ou 30 mètres, il y avait un virage serré, et à chaque virage un nouvel effet. À droite et à gauche, au milieu du mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un couloir fermé qui encadrait les sinuosités de l'ensemble, avec des vitraux dont les couleurs variaient selon les tons dominants du décor de la pièce à qu'ils ont ouvert. Celui de l'extrémité est, par exemple, était décoré en bleu et les vitraux en bleu vif. L'ornementation et les tapisseries du second étaient pourpres, et pourpretaient les cristaux là-bas. Le troisième était ouvert, le même que les fenêtres. Le mobilier et l'éclairage de la pièce étaient orange, le 5e, blanc, le 6e, violet. La 7e pièce était un linceul dense de tapisserie de velours noir qui couvrait le plafond et les murs, tombant en plis lourds sur un tapis de la même teinture et de la même texture. Mais ce n'est que dans cette pièce que la couleur des fenêtres diffère du décor. Les vitraux ici étaient écarlates, d'un rouge sang profond. Or, dans aucune des 7 chambres, il n'y avait de lampe ou de lustre, parmi l'abondance de décorations dorées qui étaient partout ou accrochées au plafond. Il n'y avait pas de lumière provenant d'une lampe ou d'une bougie dans l'ensemble des pièces. Mais dans le couloir qui entourait les pièces, il y avait, devant chaque fenêtre, un lourd trépied avec un brasero de feu qui, en projetant sa lueur à travers les vitraux, inondait la pièce de lumière. Ainsi se produisit une profusion saisissante de formes fantastiques. Mais dans la chambre noire, ou occidentale, l'effet du feu à travers les cristaux de sang sur les tapisseries noires était des plus sinistres, et donnait un air si irréel au visage de ceux qui entraient que très peu osaient même regarder un pas dedans. Salle. C'est aussi ici que se dressait, contre le mur ouest, une gigantesque horloge en ébène. Le balancier oscillait avec un son grave, monotone et étouffé,
Et lorsque l'aiguille des minutes eut fait le tour de tout le cadran et qu'il fut temps de marquer l'heure, un son clair, puissant, profond et très musical sortit de ses poumons métalliques, mais de notes et de qualité, d'une accentuation si particulière que, toutes les heures, les musiciens étaient obligés de s'arrêter un instant pour l'écouter, ce qui obligeait à son tour les danseurs à interrompre la valse, et il y eut une brève perplexité dans la joie de chacun. Tandis que le carillon sonnait, on voyait les plus frivoles pâlir et les plus calmes avec les années passer les mains sur le front comme perdus dans la rêverie ou la méditation. Bien que lorsque les derniers échos cessèrent, un léger rire s'empara en même temps de tout l'auditoire, les musiciens se regardaient et souriaient comme s'ils se moquaient de leurs propres nerfs et de leur égarement, et se promettaient à voix basse que les prochains carillons ne causeraient pas sur eux la même impression, mais ensuite, après 60 minutes, ce qui est 3600 secondes de temps qui passe, le carillon retentit à nouveau, et la même méditation, et la même perplexité et nervosité qu'auparavant, se répéta. Mais malgré tout, ce fut une fête joyeuse et magnifique. Les goûts du duc étaient particuliers. Il avait un bon œil pour les couleurs et les effets. Il dédaignait les conventions de la mode. Ses plans étaient audacieux et passionnés, et un soupçon de barbarie illuminait ses projets. Certains l'auraient considéré comme un fou. Ses partisans ne le pensaient pas. Mais il fallait l'entendre, le voir, le toucher, pour être sûr. À l'occasion de cette grande fête, il avait personnellement supervisé presque toute la décoration des 7 chambres, et c'était son propre goût qui avait inspiré les costumes. Ne doutez pas qu'il était extravagant. L'ostentation et le brillant abondaient, l'illusoire et le piquant, une grande partie de ce qu'on a vu depuis chez Hernani. Il y avait des figures d'arabesques, avec des membres et des costumes grotesques. Il y avait des fantasmes délirants comme seuls les fous l'imaginent. Il y avait beaucoup de beauté, beaucoup de volupté, beaucoup de bizarre, du terrible, et pas mal de ce qui aurait pu choquer. En effet, à travers les 7 salles, une foule de rêves défilait majestueusement. Et ces rêves s'agitaient dans les chambres, se coloraient de la couleur de chacune, et faisaient apparaître la musique débridée de l'orchestre comme l'écho de leurs pas. Et puis l'horloge en ébène sonne dans le salon de velours. Et pour un instant tout est immobile, tout est silencieux sauf la voix de l'horloge. Les rêves restent figés et statiques. Mais l'écho des carillons s'estompe, ils n'ont duré qu'un instant, et un léger rire, à demi étouffé, flotte derrière lui. Et la musique s'élève à nouveau, et les rêves vivent, et ils passent d'un côté à l'autre plus joyeux que jamais, teintés par les fenêtres multicolores à travers lesquelles pénètre le rayonnement des trépieds. Mais dans le hall ouest, aucun des hommes masqués n'ose plus entrer, car la nuit se fait plus sombre et une lumière plus rouge filtre à travers le verre couleur de sang, et la noirceur des tapisseries fait peur, et quiconque ose ses pas sur le tapis noir entend un tic-tac sourd, plus solennel et emphatique que celui qui parvient aux oreilles de ceux qui se livrent à la joie dans les chambres les plus éloignées. Mais les autres pièces étaient bondées, et le désir de vivre y battait fébrilement. Ainsi le tourbillon festif continua, jusqu'à ce que l'horloge se mette enfin à sonner. Carillon de minuit. Et puis la musique cessa, comme je l'ai déjà dit, et les danseurs ont arrêté la valse, et, comme en d'autres occasions, tout s'arrêta mal à l'aise. Mais maintenant, il y avait 12 cloches qui devaient sonner, et c'est ainsi qu'il est arrivé, peut-être, qu'au fur et à mesure que l'on disposait de plus de temps, la réflexion de ceux qui étaient déjà pensifs dans l'assistance devenait plus sérieuse. Et c'est aussi arrivé comme ça, peut-être, qu'avant que le dernier écho de la dernière cloche ait disparu dans le silence, beaucoup avaient déjà remarqué la présence d'un personnage masqué qui jusque-là n'avait attiré l'attention de personne. Et la rumeur de cette nouvelle présence se répandit de bouche en bouche, et bientôt un murmure s'éleva dans toute la compagnie, un murmure de désapprobation et de surprise, puis, enfin, de terreur, d'horreur et de dégoût. Dans une assemblée fantasmagorique comme celle que j'ai peinte, on peut bien supposer qu'aucun vêtement ordinaire n'aurait causé une telle sensation. En fait, cette nuit-là, la liberté des costumes était pratiquement illimitée,
mais la figure en question avait bouclé la boucle, dépassant même les limites du goût permissif du prince. Il y a encore des fibres au cœur des plus audacieux qu'on ne peut toucher sans les émouvoir. Même les cas désespérés, pour qui la vie et la mort sont la même blague, croient qu'il y a certaines choses sur lesquelles l'on ne peut pas plaisanter. Dans tous les assistants, bien sûr, il y avait maintenant un fort sentiment que le costume et le comportement de l'étranger manquaient d'ingéniosité et de décorum. C'était une grande figure sombre, enveloppée de la tête aux pieds dans l'habit du tombeau. Le masque qu'il cachait représentait si fidèlement le visage rigide d'un cadavre que l'observateur le plus attentif aurait du mal à découvrir la supercherie. Pourtant, tout cela aurait été supporté, sinon approuvé, par cette foule folle. Mais l'homme masqué avait même pris l'apparence de la mort rouge. Du sang éclaboussa son vêtement, et son front large, et tous ses traits, étaient tachetés d'horreur écarlate. Lorsque le regard du prince Prospero se posa sur ce spectre, qui marchait lentement et solennellement, comme pour rendre sa figure plus impressionnante, une convulsion commença, d'abord par un fort frisson d'horreur ou de dégoût, mais immédiatement, son visage s'illumina de colère. « Qui a osé ?» demanda-t-il d'une voix rauque aux courtisans qui l'accompagnaient, « qui a osé nous insulter par cette moquerie blasphématoire ? Attrapez-le et démasquez-le, et nous saurons alors qui pendre à un rempart à l'aube. » Lorsqu'il prononça ces paroles, le prince Prospero se trouvait dans la chambre bleue, qui faisait face à l'est. Et son écho parcourait haut et fort les 7 chambres, car le prince était un homme robuste et audacieux, et un de ses gestes avait déjà fait taire la musique. C'est dans la chambre bleue que le prince a été retrouvé, en compagnie d'un groupe de courtisans pâles. D'abord, lorsqu'il parla, ils firent un premier pas vers l'intrus, qui se trouvait alors tout près d'eux, et se rapprochait maintenant encore, d'un air délibéré et majestueux. Mais une peur indicible que l'arrogance insensée du masque avait inspirée à tout le groupe empêchait quiconque de porter la main sur lui, ainsi, sans aucune entrave, il passa à peine à 1 mètre du prince, tandis que dans les salles la foule nombreuse, comme mue par le même ressort, s'écartait pour chercher refuge dans les murs. L'homme masqué continuait à marcher du même pas solennel et mesuré qu'il avait distingué depuis le début, passant de la chambre bleue à la violette, de la violette à la verte, de la verte à l'orange, de celle-ci à la blanche, et même d'ici à la violette, sans personne tenter de l'arrêter. C'est pourtant alors que le prince Prospero, hors de lui et honteux de sa lâcheté passagère, traversa rapidement les 6 salles, sans que personne ne le suivît à cause de la terreur mortelle qui s'était emparée de tout le monde. Il brandit un poignard dégainé, et il s'approcha impétueusement et rapidement, à une courte distance seulement de la silhouette qui suivait sa route, lorsque celle-ci, ayant déjà atteint la salle de velours, se retourna brusquement et lui fit face. Il y eut un cri strident, et le poignard brillant tomba sur le tapis noir, sur lequel, instantanément, le prince Prospero tomba prostré à mort. Puis, emporté par le courage fou du désespoir, un groupe nombreux se précipita dans le salon noir, où la haute silhouette se tenait debout et immobile à l'ombre de l'horloge d'ébène, mais alors qu'ils posaient la main sur l'homme masqué, une horreur sans nom leur coupa le souffle, et ils découvrirent que le linceul et le masque affreux qui l'avaient violemment malmené n'étaient habités par aucune forme tangible. Et ils reconnurent la présence de la mort rouge. Il était venu comme un voleur dans la nuit. Et un à un ceux qui étaient présents dans les salles autrefois festives, désormais baignées de sang, tombèrent, et chacun trouva la mort dans la position désespérée où il était tombé. Et la vie de la montre d'ébène s'éteignit avec celle du dernier courtisan. Et les flammes des trépieds se sont éteintes. Et les ténèbres, la corruption et la mort rouge ont tout pris en charge.